le développement durable. Qu'est-ce que le développement durable? Si je pose cette question, tout le monde a une idée plus ou moins précise de ce qu'est le développement durable. Je vous propose à présent de nous pencher plus en détail sur ce concept. Le développement durable est une façon d'organiser la société de manière à lui permettre d'exister sur le long terme. Cela implique de prendre en compte à la fois les impératifs présents mais aussi ceux du futur, comme la préservation de l'environnement et des ressources naturelles ou encore l'équité sociale et économique. Grand A, le contexte. L'émergence de l'idée du développement durable est concomitante avec celle de la société industrielle. À partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, les sociétés occidentales commencent à constater que leurs activités, notamment économiques et industrielles, ont un impact significatif sur l'environnement et sur l'équilibre social. Plusieurs crises écologiques et sociales vont avoir lieu dans le monde et vont faire prendre conscience qu'il faut un modèle plus durable. En ce qui concerne les crises économiques du XXe siècle, on peut notamment citer la crise financière qui commence en 1929, le mouvement social de mai 1968 en France et dans le monde, les chocs pétroliers de 1973 et 1979 ou encore le choc de la dette des pays en développement en 1982. Quant aux crises écologiques, elles sont elles aussi nombreuses avec notamment en 1956 la crise du mercure de Minamata. Que s'est-il passé? De 1932 à 1966, une usine pétrochimique de la compagnie Shin-Nippon Shiso rejeta des métaux lourds, en particulier du mercure, dans la baie de Minamata au Japon. Le mercure ingéré par les poissons de la baie s'est retrouvé dans les assiettes des habitants. Il y a encore la marée noire de Torrey Canyon en 1967. Le Torrey Canyon était un pétrolier dont le naufrage est survenu le 18 mars 1967. Il était chargé de 120 000 tonnes de pétrole brut et s'est échoué entre les îles Sorling et la côte britannique. Malgré une mobilisation de tous les moyens de lutte disponibles, plusieurs nappes de pétrole dérivent dans la Manche, venant toucher les côtes britanniques et françaises. Il sera révélé plus tard que certains des dispersants utilisés pour la lutte étaient plus toxiques que le pétrole lui-même. Cet accident fait découvrir à l'Europe un risque qui avait été négligé. Il donne naissance aux premiers éléments des politiques françaises, britanniques et européennes de prévention et de lutte contre les grandes marées noires. On peut évoquer aussi la catastrophe Seveso en 1976. C'est une catastrophe écologique et sanitaire qui s'est produite dans le nord de l'Italie. Un nuage d'herbicides contenant des produits toxiques s'est échappé d'une usine chimique et contamina les alentours, provoquant à la fois des hospitalisations pour les enfants des communes voisines, dont celle de Seveso, et la mort de plusieurs dizaines de milliers d'animaux d'élevage. Cette catastrophe, due notamment à l'absence de plan d'urgence préparé par la société responsable de l'usine, a été extrêmement médiatisée. Si aucune victime humaine directe n'est finalement à déplorer, les conséquences environnementales ont nécessité une décontamination totale du site et de ses alentours. La disparition temporaire et fortuite des fûts contenant les déchets lors de leur voyage vers le lieu de destruction ont occasionné également de forts soupçons de forfaiture de la part des industriels. Autre crise majeure, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986. L'accident est provoqué par l'augmentation incontrôlée de la puissance du réacteur numéro 4, conduisant à la fusion du cœur. Cela entraîne le craquage de l'eau des circuits de refroidissement, puis l'explosion et la libération d'importantes quantités d'éléments radioactifs dans l'atmosphère, provoquant une très large contamination de l'environnement ainsi que de nombreux décès et maladies survenant immédiatement ou à long terme du fait des irradiations ou des contaminations. En 1989, la marée noire de l'Exxon Valdez provoque un choc écologique. L'Exxon Valdez est un pétrolier américain qui s'échoue sur la côte de l'Alaska et provoque une importante marée noire.
L'échouement de ce navire, alors propriété de Exxon Shipping Company, et ses conséquences environnementales eurent un grand retentissement aux États-Unis et entraînèrent des modifications significatives de la législation américaine sur le transport maritime, en particulier de pétrole. L'accident a notamment incité les États-Unis et d'autres pays à imposer des normes plus strictes aux pétroliers naviguant dans leurs eaux. L'année 2010 marquera l'aboutissement du plan de l'ONU pour le retrait progressif des pétroliers à simple coque, qui n'ont qu'une paroi métallique entre leur cargaison et l'océan. De meilleurs radars et l'utilisation plus fréquente de la navigation par système de positionnement par satellite ont également permis de réduire les risques. Et plus récemment, la catastrophe de l'Erika en 1999. Le 12 décembre 1999, le pétrolier maltais Erika, affrété par la société Total, est en route de Dunkerque à Livourne, en Italie. Il est chargé de 31 000 tonnes de fuel lourd. Il se brise en deux dans une tempête au large du Finistère avant de sombrer et de déverser 20 000 tonnes de fuel sur 400 km de côte, tuant des dizaines de milliers d'oiseaux et ravageant la faune et la flore marine. Plus de 74 000 oiseaux sont collectés et transférés vers les centres de sauvegarde. Les deux morceaux de l'épave, éloignés de 10 km l'un de l'autre, gisent à environ 120 mètres de profondeur. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. En 1987, le rapport Notre avenir à tous, dit rapport Brundtland, est le texte fondateur du développement durable. Il est rédigé à l'occasion de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement présidée par la Norvégienne Gro Harlem Brundtland pour le compte des Nations Unies. Ce rapport définit le développement durable comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de pouvoir répondre à leurs propres besoins. De nombreux débats ont eu lieu autour de grandes interrogations écologiques telles que la gestion de la forêt, des énergies, les nouveaux modes de production agricole ou encore les technologies à mettre au service de l'environnement. Le rapport Brundtland est né 3 ans plus tard comme une synthèse de ces préoccupations et présente les grandes lignes à suivre pour assurer à la planète et ses habitants un avenir pérenne. Aussi, il y a 3 piliers qui permettent de définir le développement durable. Le développement durable prend en compte 3 dimensions. Le premier pilier est l'économie. Il s'agit de développer la croissance et l'efficacité économique pour favoriser la création de richesses pour tous à travers des modes de production et de consommation durables, c'est-à-dire des productions et des consommations perturbant le moins possible les équilibres de la planète. Le pilier économique repose notamment sur l'utilisation raisonnée des ressources et des milieux naturels. Sur une évolution des relations économiques internationales, par exemple, la place du commerce équitable et du commerce éthique, et sur l'intégration des coûts environnementaux et sociaux dans les prix des biens et des services. Ensuite vient le pilier social. Il s'agit de satisfaire les besoins humains en matière de santé, de logement, de consommation, d'éducation et de répondre à un objectif d'équité sociale. Le pilier social repose notamment sur la satisfaction des besoins essentiels des populations, sur la lutte contre l'exclusion et la pauvreté, sur la réduction des inégalités et sur le respect des cultures. Enfin, vient le pilier écologie. Il s'agit de préserver, améliorer et valoriser l'environnement et les ressources naturelles sur le long terme. Autrement dit, l'équilibre écologique de la planète. Le pilier écologique repose notamment sur la gestion durable des ressources naturelles en revenant le plus rapidement possible à l'utilisation de ressources naturelles renouvelables, sur le maintien des grands équilibres écologiques et sur la réduction des risques et la prévention des impacts environnementaux. Seul un développement tenant compte de ces 3 piliers pourra être considéré comme durable. Voyons à présent les principes du développement durable. Les principes du développement durable.
Le développement durable vise à traduire dans des politiques et des pratiques un ensemble de 27 principes énoncés à la conférence de Rio en 1992. Le premier principe est celui de la responsabilité. Elle s'exerce au niveau collectif avec par exemple l'extinction des luminaires publics la nuit, les changements d'heure été-hiver pour les économies d'énergie et aussi au niveau individuel. C'est ce que vous faites lorsque vous pensez à éteindre les appareils électriques, fermer l'eau quand vous vous brossez les dents ou bien encore lorsque vous pratiquez le tri des déchets. Au niveau international, étant donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de l'environnement mondial, les États exercent des responsabilités communes mais différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe dans l'effort international en faveur du développement durable. Il s'agit là du principe numéro 7. Par exemple, les pays riches, principaux responsables du changement climatique global, s'engagent à des quotas de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. La responsabilité induit d'autres applications comme le principe de pollueur-payeur, celui de réparation des dommages causés. Le deuxième principe est celui de la solidarité. D'abord dans le temps, c'est-à-dire entre les générations présentes et futures. Ainsi, les choix du présent doivent être effectués en tenant compte des besoins des générations à venir, de leur droit à vivre dans un environnement sain. Puis dans l'espace, c'est-à-dire entre le nord et le sud, l'est et l'ouest, entre régions pauvres et régions riches, entre milieu urbain et rural. Par exemple, l'engagement des 0,7% du PIB pour l'aide publique au développement des pays du Sud. Actuellement, ce chiffre reste en moyenne de 0,3%. Un autre principe est celui de la participation. Ce principe vise à mettre en œuvre des processus d'information transparentes et pluralistes de consultation de débats publics, de gestion des conflits, en intégrant tous les acteurs concernés à tous les niveaux de décision, du local à l'international. Le processus du Grenelle de l'environnement illustre ce principe en inaugurant la formule de la gouvernance à 5, où l'État, les collectivités locales, les ONG, des employeurs et des salariés participent ensemble au processus décisionnel. Enfin, il y a le principe de précaution. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. La précaution diffère de la prévention qui analyse par exemple le rapport entre coût de dépollution et les bénéfices en termes d'emplois créés. En matière de précaution, face aux risques, on agit pour rendre les choix réversibles sans évaluer les coûts. Le principe de précaution implique donc de faire preuve de prudence dans l'action en privilégiant une démarche raisonnée ou en cherchant des solutions alternatives. Par exemple, le protocole de Carthagène sur la biosécurité autorise le refus d'importation de produits OGM pour des raisons sanitaires ou environnementales.